Bonjour, bonjour et bienvenue à vous dans cette conversation. En ce samedi, je rappelle à ceux qui regardent l'émission à 6 heures du matin, et seulement à ceux-là, que vous pourrez retrouver Daniel Boukman qui signera sa dernière œuvre littéraire poétique à la librairie Alexandre entre 10 heures et 12 heures. Ça s'appelle Paroles Fomi Folle. J'allais dire Fomi Folle. Daniel Boukman. Ce samedi à la librairie Alexandre. Aujourd'hui, c'est avec Juliette Smeralda que nous allons bavarder durant 1 heure. Juliette Smeralda, bonjour. Bonjour Dani. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je sais que Merci de me recevoir. Je sais que vous étiez récemment au Canada, pour un colloque, je crois, sur la culture kamite. Alors je me suis dit, j'aimerais bien qu'elle vienne nous parler de la culture kamite. Une conférence. C'était une conférence, voilà. D'accord. C'était pas un colloque, mais une conférence à laquelle vous avez participé. Kamite, qu'est-ce que ça veut dire? Kamite ou Kémite, c'est le nom que le peuple noir depuis l'Égypte ancienne se donne et se connaît. Et le terme qui est usité actuellement, qui est celui de noir, qui est celui d'une couleur, n'est pas une création, on va dire, du peuple ou de la famille kamite elle-même. Donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui les gens essayent de revenir à une autodéfinition de soi. Oui, donc pas nègre, pas noir, pas encore moins black, mais kamite. Encore moins black. Le terme nègre est très usité, hein. Disons que il prête à interprétation, et ces interprétations sont très varient d'un groupe à l'autre, d'une époque à l'autre, et on peut l'utiliser avec beaucoup de, on va dire, de certitude, de conviction qu'on parle bien d'un groupe humain qui a des valeurs, qui a une culture, qui a la conviction d'être dans une définition de soi qui est assertive, positive. Et puis de notre côté, on peut l'utiliser comme le font certaines personnes, dans le sens du Negro des Américains, et on est dans une ambiguïté qui ne va pas se résoudre parce que quand il y a eu création et escamotage d'un terme, eh bien, il y a toujours on va dire des membres d'un groupe humain ou d'un autre qui va garder le sens escamoté, et du coup, on n'est jamais tout à fait sûr que le terme est vraiment dépouillé de son acception péjorative. Mais d'ailleurs, beaucoup de gens ont du mal à utiliser le terme nègre. Parce que il est vrai qu'à une époque, c'était une insulte, quoi. C'est une insulte. J'ai fait une recherche approfondie sur sa signification, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on tente de le bonifier, et qu'il y a des courants, notamment ceux de la négritude, qui sont, enfin un courant comme celui de la négritude, qui essaie justement de le réinvestir, ou peut-être simplement de l'investir, d'une signification, on va dire, politique, et donc de l'assumer en tant que terme qui définit un groupe humain. Mais dans beaucoup de littérature que j'ai consultée, le terme nègre est problématique. Donc il faut le savoir quand on l'utilise. Oui. Alors le terme kamite ou kémite ne prête pas à ce genre de confusion. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la lecture qui en est donnée. Et puis ça regroupe, ça englobe une idée positive de ce que nous sommes. Et qui sort de la couleur, de l'approche chromatique, et donc de la comparaison, on va dire blanc-noir, qui est elle-même très conflictuelle. Mais quand on dit les blancs aussi, ça a l'air un peu péjoratif, hein, non? Vous ne trouvez pas? Ça n'est pas péjoratif parce que ce sont en général les Blancs qui se sont baptisés de cette manière-là. Bon. Mais oui, dans toutes les littératures où la rencontre avec les peuples de couleur, si on veut,
à interroger le blanc sur on va dire, sa propre identité, eh bien, il s'est défini de cette façon-là et il a regardé les autres, donc les plus foncés comme étant noirs par rapport à lui, qu'il a défini comme étant blanc. Mais bien sûr qu'on sait que ça ne correspond pas aux couleurs primaires qu'on a et qui correspondent qui désignent d'autres objets ou d'autres éléments de la nature. Alors l'homme s'est placé comme élément de la nature et il s'est défini, ou il a défini les autres à partir de couleurs primaires. Alors donc kamite et culture kamite. Qu'est-ce qui englobe la culture kamite? Alors dites-nous tout ça. Alors c'est compliqué de parler de culture kamite au singulier parce que justement ce qu'on va appeler la famille kamite, donc la famille, pour ceux qui n'ont pas encore on va dire de sensibilité par rapport au terme même, kamite ou kémite, eh bien c'est ce qu'on considérera aujourd'hui comme la famille noire ou la famille descendante de l'Afrique, et bien de l'Afrique noire, puisqu'on appelle aussi comme ça, disons, subsaharienne, eh bien on est partagé entre une vision qui voudrait parler justement en termes de famille, donc qui engloberait un peuple dans son ensemble, sans tenir compte, si vous voulez, des évolutions historiques qui ont fait, et des drames que cette famille-là a vécu, et qui l'ont vraiment dispersé sur les 4 coins de la planète. Mais ça, c'est une version très récente, parce que dans la version kamite, justement, de l'histoire, la planète était peuplée de noirs. Donc, on va dire, cette relecture qui prend naissance, on va dire, dans le bas Moyen-Âge, ou depuis l'Antiquité des Occidentaux, si on veut, définit le peuple noir comme étant cantonné sur le continent africain, dans sa partie subsaharienne. Maintenant, aujourd'hui, ce groupe humain, depuis l'esclavage ou depuis le 14e, 15e siècle, est réparti de manière violente sur la planète, et elle a perdu ses repères, on va dire, historiographiques. Aujourd'hui, donc, quand on parle d'un peuple kamite, on est perplexe aussi, parce que de manière plus prosaïque, on parle de noirs argentins, de noirs colombiens, de noirs français, de noirs américains, ou même si les Américains ont demandé à être appelés Africains-Américains, aujourd'hui on a essayé de faire l'effort d'appeler les Africains qui ont été dispersés sur le continent américain en termes d'afrodescendants. On a essayé de le faire, et on essaye de faire en sorte que cette appellation reste, parce que la couleur noire n'est pas propre aux Africains, elle est propre aussi à tous les mélanodermes qu'on a, dont les Indiens font partie également, les Indiens du continent indien, de l'Inde. Voilà, donc c'est parler de cette famille-là. C'est aussi référer à une histoire qui est celle de la modernité, parce que celle de l'Égypte ancienne en est une autre. Et en général, ce qui me semble un petit peu compliqué à gérer, c'est que nous n'avons pas trouvé le maillon, ou en tout cas moi j'ai reproché à nos historiens de ne pas assez travailler sur le lien qu'il y a eu entre ces deux grandes périodes et que nous ne savons pas relier. Nous ne savons pas les relier dans le discours. Donc nous parlons de l'esclavage de l'Africain des temps modernes, mais et puis nous parlons par ailleurs de l'Égypte ancienne, mais nous n'avons pas trouvé d'explication à ce qui fait que les Africains qui dominaient. Je suppose qu'il y a des scientifiques et des historiens africains qui travaillent sur le sujet. Kamite, pardon. Non, mais ils n'ont pas trouvé. Vous-même, Julia Esmeralda, est-ce que vous avez écrit sur la culture kamite? Est-ce que vous avez Mais j'écris, c'est-à-dire je n'écris pas comme certains historiens qui ont fait des recherches qui sont d'ailleurs en anthropologie,
raciales, humaines, culturelles, qui ont fait des recherches sur la présence des Noirs sur tous les continents, enfin des Kamites ou des Kémites sur tous les continents. Mais mes recherches, si vous voulez, me permettent de vérifier que beaucoup d'hypothèses sont vérifiées. Et quand je dis qu'on n'a pas fait le lien pour que nous passions d'une période où les Noirs sont à l'origine de l'humanité, où ils ont créé toutes ces civilisations prestigieuses dont on nous parle, et puis aujourd'hui, on en est à une situation où très peu de descendants d'Africains de la diaspora acceptent de se reconnaître ou de se voir reflétés dans l'Afrique. C'est curieux d'avoir été si prestigieux. Donc les gens vous disent, il y a quelque chose là, il y a un tchak, comme on dit dans notre langue à nous. Pourquoi avoir été si prestigieux, si au sommet de la civilisation et être tombé si bas aujourd'hui? Et il me semble que nos historiens devraient concentrer leur effort sur justement l'établissement d'un lien entre le sommet et sa base, enfin, une période où l'Afrique a dominé et une période où l'Afrique est dominée. Parce que les historiens occidentaux, eux, ont des interprétations personnelles, c'est-à-dire que, enfin, qui sont européocentrés, c'est-à-dire qu'ils disent, bon, ben, c'est les Grecs, les Romains, tout ce monde-là a déferlé sur le continent africain et s'est emparé de tout ça, a colonisé et a imposé sa loi. C'est peut-être pas aussi simple, mais donc c'est toujours pareil, il faudrait que l'histoire soit racontée par le lion plutôt que par les chasseurs. La culture, moi j'aimerais qu'on parle un peu de la façon dont vous percevez cette idée d'afrocentrisme, ou plutôt afrocentricité. Si je corrige, c'est parce que j'ai eu l'occasion d'écouter Jean-Philippe Omotunde récemment, Jean-Philippe Omotunde que j'aurai l'occasion d'ailleurs de recevoir dans cette émission. Peut-être pas disons à la prochaine saison, j'espère. Jean-Philippe Omotunde dit que afrocentrisme, c'est-à-dire se centrer sur l'Afrique, sur le continent africain, c'est un peu péjoratif et donc il transforme, tout comme on dit islamisme par exemple, il transforme en afrocentricité. Bon, on verra ça avec lui. Mais bon, cette afrocentricité, comment vous la jugez-vous, vous, sociologue, et comment est-ce que vous y voyez un aspect positif? Alors, l'afrocentrisme, c'est en effet le regard occidental. L'afrocentrisme? Non, mais je dis qu'il y a de vraies bonnes raisons de se méfier de ce terme parce que, en fait, il est le regard que l'Occident, ou en tout cas que certains historiens occidentaux posent sur la démarche africaine, donc afrocentrée, de dire l'histoire à partir de sa vision propre, donc d'une manière endocentrée. Et c'est vrai qu'on est dans une guerre, pas seulement des mémoires, etc., mais si vous voulez, il faut considérer que le monde occidental s'est approprié ce champ, le champ de l'histoire, de son écriture, de sa qualification et de sa périodisation. C'était vraiment une dominance extraordinaire qui n'a jamais été remise en cause par les peuples qui sont d'ailleurs émergents aujourd'hui et qui veulent avoir leur vision du monde. Mais si vous voulez, cette dominance s'est exercée sur tout ce qui concernait le champ, la présence de l'Afrique dans le monde. Et donc les Européens, les Français notamment, ont défini, si vous voulez, ont proposé des lectures qu'ils ont fini par imposer et auxquelles les Africains sont très peu admis que les Africains sont très peu admis à contester. Très peu admis à contester. Donc moi, je pense que la démarche afrocentriste, enfin de l'afrocentricité, elle est naturelle chez un groupe humain qui demande à dire l'histoire de son point de vue, surtout qu'il en a une connaissance qui est informée, autrement dit, qui est basée aujourd'hui sur des recherches. Et puis nous, nous qui subissons un petit peu cette lecture unilatérale et asymétrique, c'est à nous aussi d'aller dans ces régions du monde
pour voir de nos yeux ce que les livres des Occidentaux nous cachent. Et c'est vrai qu'on est frappé, on est bousculé, parce qu'on voit ce qui est en train de nous être dit aujourd'hui est visible dans les musées, et c'est passionnant d'ailleurs. Les images notamment des Égyptiens qui sont représentés sur des fresques et des choses comme ça et qui sont noirs. Et qui sont noirs. Mais dans les musées indiens, je les ai vus, moi, dans les musées, les très anciennes civilisations des Cholas, etc., dont on nous rebat les oreilles. Eh bien, ce musée d'ailleurs dont on parle très peu, moi je conseille, je l'ai déjà dit une fois, je conseille à tous les Antillais d'y aller, même aux Africains. Où est-ce qu'il est ? Dans le sud de l'Inde, dans la région de Madras, Pondichéry. C'est facile. Encore faut-il pouvoir aller en Inde. Non, il y a des voyages organisés qui sont vraiment pas chers. Et la vie en Inde, c'est vraiment 3 fois rien. Ah oui, c'est très très faisable. Bon, alors voilà, nous écouterons le conseil de Juliette Smeralda. Prochain voyage en Inde. En Afrique aussi, en Inde, aussi. Dans les régions où effectivement les civilisations noires se sont répandues très tôt. L'afrocentricité, en quoi diffère-t-elle de la négritude? La négritude, c'est, si vous voulez, telle qu'elle a pris naissance dans nos régions des Amériques, c'était d'abord une riposte justement à une lecture vraiment très ethnocentrée ou ethnocentriste de l'histoire ou de la présence des groupes humains qu'on retrouvait sur ces territoires-là. Après, donc à partir des temps modernes, donc l'esclavage des Africains, la TNT, traite négrière, etc. Ce qui m'interroge moi beaucoup dans la négritude, je ne sais pas s'il faut dire la négritude, peut-être la négritude effectivement, c'est le fait que il y a à la base même de cette posture ou de ce courant, cette doctrine, qui était importante, donc il ne faut pas remettre en cause, parce que lorsque Césaire notamment va la prôner, le noir n'existe pas. Le noir, on lui dénie toute forme d'humanité, donc il faut réagir d'une façon ou d'une autre. On est dans une région où on a pratiquement interdit à l'Africain de pratiquer sa culture. On sait comment on lui a enlevé ses dieux, on sait comment on l'a forcé à oublier, entre guillemets, toute la culture, toute la kinésie qu'il habite, comme on a essayé, puisqu'on voit bien que les résistances africaines ont permis la survivance justement de beaucoup de traits. Mais la négritude n'est pas entrée justement, elle ne le pouvait pas, elle n'a pas habité l'Africain comme un individu qui était en pleine possession d'une civilisation, d'une culture, d'une vision du monde, d'une cosmogonie, de divinité, etc. Elle l'a habité par justement, j'allais presque dire à fleur de peau. Et c'était nécessaire parce que c'était ce qui était visible dans le choc frontal blanc-noir, entre guillemets, pour reprendre les anciennes dénominations. Et du coup, il a fallu créer ou se redéfinir à même sa peau. Ouais. Donc c'était nécessaire. Mais maintenant que nous sommes en train de dépasser, ne serait-ce que par des désignations de la réappropriation du terme kémite, eh bien, il faut revenir effectivement à une définition de soi qui va nous sortir de la superficialité, de nuances chromatiques, de nos peaux seulement, pour rentrer dans notre civilisation profonde. J'ai entendu dire que la négritude était plus poétique que scientifique et que qu'anthropologique. Elle n'est pas anthropologique du tout. C'est une philosophie. C'est une philosophie, voilà. Et qui a merci Césaire, merci Senghor, merci Damas quand même, hein, parce que ce sont vraiment, enfin Césaire pour nous en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui nous a dit vous êtes noir et vous êtes beau. C'est-à-dire il nous a ramassé par la couleur. Voilà. Maintenant on a envie d'aller plus loin, mais cette étape-là, dans la situation de décomposition littéraire dans laquelle on était, eh bien elle a été nécessaire. Il faut d'abord se ramasser. C'est comme si on commençait par se rassembler et puis plus
définit ses contours, plus on sait véritablement se resituer dans le monde, et bien plus on va sentir le besoin d'aller plus loin, et c'est ce qui nous arrive actuellement. On a besoin de nous définir par une civilisation qui a existé, qui était puissante. Ce qui nous permet de nous reconstruire. Parce que finalement, ce qu'on nous a enseigné, c'est que nous sommes nés après avec l'esclavage. Oui. Nous avons commencé à exister avec l'esclavage, qui est totalement faux. Alors, fait. est-ce que tout le monde est au courant maintenant que l'humanité, que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique? Est-ce que vous pensez, à votre avis, vous pensez que c'est une idée qui est maintenant répandue partout? Oui, en tout cas, le monde le sait. Le monde, notamment le monde occidental qui a travaillé, qui continue avec ses travaux à mettre au jour un certain nombre de vérités qui sont incontournables. Mais dans l'espoir que les Européens vont trouver l'homme blanc. Si vous voulez, en l'état actuel des recherches, il nous livre l'homme noir comme étant effectivement à l'origine de l'humanité et de toutes les civilisations, mais c'est un fardeau. Actuellement, je crois qui est vécu comme un fardeau en tout cas, parce que l'idée de sa supériorité n'a pas déserté l'homme occidental. Et c'est vrai que avoir aujourd'hui construit l'image d'un Africain ou d'un Kémite, parce que pour lui, ça n'est pas un Kémite, ça serait l'investir d'une culture, donc l'image d'un noir, donc d'une peau. Effectivement, quand on est noir, on n'est qu'une peau. Et donc, de continuer à l'entretenir dans cette idée qu'il n'est qu'une peau et vérifier, voir en même temps qu'il est quand même à l'origine d'une très grande civilisation, c'est complexe. Donc, je crois que c'est Jean-Philippe Omotunde qui a raconté dans une de ses conférences dernièrement qu'il présentait à des petits enfants français ou des gamins français l'histoire, donc cette histoire de l'humanité, et en leur disant voilà, l'homme noir est à l'origine de l'humanité. Et l'un des gamins lui a répondu: ah oui, mais c'est l'état actuel des recherches, mais on continue à chercher et probablement qu'on va trouver, qu'on va renverser l'ordre des choses. Donc je crois qu'il y a un savoir qui est institué actuellement, en tout cas qui est en l'état et qui cherche à être dépassé en montrant que ça n'est pas effectivement l'homme noir qui serait à l'origine de la civilisation. Alors, bonne nouvelle, un institut qui s'appelle Père Hank Mahatnik va être créé très, très prochainement en Martinique, et c'est dans cet institut, à l'initiative d'ailleurs de Jean-Philippe Omotunde, et c'est dans cet institut, ils seront enseignés toutes ces choses qui font la culture kamite justement, et j'aurai le grand plaisir de recevoir des personnes qui viendront nous en parler de ce Père Hank Institut qui sera très bientôt en Martinique, si ce n'est déjà fait. Et justement, ce sont des personnes qui nous disent qu'il y a eu une falsification de l'histoire. L'histoire a été, on nous l'a raconté toujours, c'est ce proverbe africain est magnifique, du côté des chasseurs et pas du côté des chassés, des lions. Et maintenant, il s'agit de remettre les choses à leur place, et non seulement dans la tête de tout le monde, et des Européens, des Occidentaux, mais surtout dans la tête des Africains, des descendants, des Afro-descendants, et ça, c'est pas une mince affaire. Vous mettez le doigt sur quelque chose mais vraiment de très crucial, parce que les premières personnes qui montrent ou qui manifestent des formes de résistance à l'idée qu'elle soit à l'origine de l'humanité, ce sont justement les victimes de toute cette machination. Et ça n'est pas étonnant, puisqu'on est dans un monde où la victime est celle qui est pointée du doigt, stigmatisée, et c'est à elle qu'on fait porter la charge on va dire, du malheur ou des malheurs qu'il subit. Mais j'avais juste envie de revenir sur une idée que vous avez évoquée précédemment, qui est celle de considérer que notre histoire commence avec l'esclavage. Je pense qu'il est important d'insister là-dessus, que les Antillais, d'ailleurs, quand on leur dit
qu'ils ont des origines africaines, ils ont du mal à l'accepter parce qu'ils se sont construits dans un environnement qui est absolument idéologisé et qui leur a fait, comme on dit en créole, perdre la trace de leur, justement, de ce qui s'est passé avant l'esclavage. Et du coup, quand on ne se définit qu'à travers une condition qui est celle, qui est la pire quand même que l'humanité ait pu inventer, c'est-à-dire la condition d'esclave, eh bien effectivement, on n'a aucune porte de sortie. J'allais dire même pour s'aérer et se dire, bon, c'est un malheur que j'ai rencontré ou qui m'a frappé dans mon parcours. Mais là, je me définis comme étant à l'origine même de toute mon existence. Il y a cette condition-là et je n'ai ni devant ni derrière. Je suis dans une condition et j'évolue avec l'idée que je ne suis rien. Et du coup, tout ce que l'autre qui m'a dominé, qui a travaillé, qui a œuvré, pour que j'oublie justement ces racines et qui continue à le faire en me définissant à travers des termes qui n'ont rien d'identitaire, eh bien, quand je dis que je suis un créole, je peux être un koui, je peux être une poule, je peux être un chien. Je ne suis rien. Mais c'est absolument cela. Ouais. Quand je dis je suis un kémite ou un afrodescendant, je me situe dans une lignée, dans une généalogie. Je me situe. Quand je dis que je suis créole, je suis dans un rien, dans un néant, que ceux qui m'emmènent, ceux qui sont les premiers empressés à m'emmener dans ce néant, n'ont pas pris pour eux, parce qu'ils savent, ils ont des généalogies justement. Ouais. Oui. Donc le plafond de verre de l'esclavage, il faut le briser, il faut sortir, essayer de lever, de sortir justement de cet étouffement et de ce cloisonnement, de cet emprisonnement pour essayer de se projeter déjà dans d'aller visiter son passé pour pouvoir se projeter dans l'avenir. C'est quand même une démarche qui est entamée par beaucoup d'entre nous, d'aller justement chercher nos ancêtres et puis à partir de là faire connaissance avec tous les grands empires africains qui ont existé, empire Songhai, empire, bon, enfin bref, et les méthodes des comment dirais-je, enfin bon, j'allais dire des blancs, mais c'est pas le terme que j'ai envie d'employer. On va dire le terme générique occidental, oui. On peut dire européen. Des occidentaux, on va dire. Enfin bon, c'est une famille. Des impérialistes, des colonisateurs. Leurs méthodes sont de nous nier systématiquement, nous nier. Alors certains penseurs niaient une quelconque intelligence, niaient une quelconque aptitude à créer, à inventer. Et aujourd'hui encore. Ça va jusqu'à aujourd'hui encore, puisque aujourd'hui, 2011 en France, a été décrétée année des Outre-mer. Or, par l'UNESCO, c'était bien l'année internationale des personnes d'ascendance africaine. Et je montre le logo, le logo de ceci. Année internationale des personnes d'ascendance africaine. C'est vous qui l'avez appris. Oui. Le logo est intéressant parce que vous voyez de partie de l'Afrique. Il y a l'Afrique et puis ces mouvements qui sont c'est très joli. Ça. Je vais le remontrer. Vous voyez cette petite Afrique au centre du dessin et puis bon ça part. Et tous ceux qui ont envie de profiter de cette année peuvent copier le logo et la poser sur la vitre de leur voiture ou peu importe. Il y a X manières ou sur un t-shirt. Mais enfin, c'est vrai que c'est une année qui était en train de passer sous silence. Alors comment ça s'est passé? Comment s'est opérée la mutation? Comment est-ce devenu l'année des Outre-mer écrit en gros sur le je sais plus comment ça s'appelle, enfin sur l'Assemblée nationale, sur le fronton de l'Assemblée nationale. Voilà, le fronton, oui. Merci beaucoup. Non, mais je pense que c'est comme ici, chez nous aussi à la Martinique. Quand vous parlez de l'Afrique, eh bien, vous avez le sentiment d'avoir prononcé un gros mot. Alors, je rappelle systématiquement aux gens que le mot Afrique n'est pas un gros mot et que être descendant d'Africains, ça n'est pas une malédiction. C'est au contraire, c'est se revendiquer d'être à l'origine de l'humanité. Si c'est important pour certains qui veulent se construire, parce qu'on n'a pas besoin de se convaincre qu'on est plus fort, etc., ou qu'on est en premier, ou qu'on est le premier. Mais si c'est nécessaire à certains
moi je leur conseille d'user, d'abuser de ce savoir-là. Ouais. Maintenant, la question de pourquoi l'année internationale des personnes d'ascendance africaine a été traduite en France par l'année des Outre-mer. Des Outre-mer, parce que je rappelle, c'est comme le terme créole, hein, Outre-mer ne me situe pas dans une filiation. Évidemment. Et Outre-mer prive les personnes pour qui l'UNESCO a fait cet effort-là du bénéfice, de la reconnaissance de monde qu'on a éparpillé arbitrairement dans les Amériques, donc par la TNT, la traite transatlantique, négrière transatlantique, et dont on a nié toutes les compétences. Alors quand on disait tout à l'heure qu'être noir, c'est être une peau, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on vous a vidé de tout contenu civilisationnel et vous êtes devenu une peau. Donc là, tout d'un coup, vous n'êtes plus une peau. Vous êtes une personne qui a une filiation, qui peut remonter une généalogie, et même si vous n'arrivez pas dans une famille précise, une famille nucléaire précise, ou tribale précise, mais vous arrivez à vous relier au continent en tout cas, et comme pour l'Inde aussi, vous n'avez pas de possibilité de vous relier, mais vous pouvez décider que vous avez une filiation avec l'Inde, même si ça reste symbolique, voilà. Maintenant, cette histoire de se relier est importante parce que quand on fait, quand on analyse le texte, parce que je conseille aux personnes qui sont intéressées d'aller sur le site de l'UNESCO et de lire le texte. Et ce que l'UNESCO met en avant, c'est le fait que jusqu'à maintenant, on avait cantonné les Noirs dans un certain nombre de compétences qui étaient sous-catégoriques. On va dire, oui, les Noirs, ils courent vite. Comme ils n'ont pas de cerveau, eh bien on leur prêtait des prestances de nature complètement mécanique. Alors, ils courent vite ou alors ils savent danser, ils sont de bons footballeurs. Et j'ai repéré beaucoup de Noirs qui ne savent pas danser, donc oui. Voilà. Mais maintenant, et quand vous leur dites qu'ils ne savent pas danser, ils sont frappés parce que le dominé ou celui qui subit un préjugé, il a tendance à l'incorporer et à se construire une identité à partir du stéréotype qu'on a inventé pour lui. Donc beaucoup de gens sont de noirs, enfin entre guillemets, sont très convaincus d'être de bons danseurs, de bons footballeurs. Maintenant, l'UNESCO dit non, non, ces personnes-là ont transformé les civilisations dans lesquelles elles ont été. Elles ont un apport qui est extraordinaire, qui est fondamental, et il faut qu'on leur reconnaisse cet apport civilisationnel dans toutes les cultures qui ont cours aujourd'hui. Donc l'UNESCO fait l'effort, non pas seulement de créer un espace consacré une année entière aux personnes d'ascendance africaine, mais profite de cet espace-là pour rappeler au monde l'apport des Africains au monde. Et donc, dans tous les domaines, qu'il s'agisse de sciences, qu'il s'agisse de culture. Mais est-ce que c'est vraiment fait? C'est pas la réalité. Non, mais ça, c'est un peu saboté lorsque cette année devient l'année des Outre-mer, voilà. Et qu'on en profite pour, par exemple, notre mère, la France, pour ne pas être trop ironique, quand elle décide de mettre à l'honneur un certain nombre de nos personnalités, j'allais dire qui bossent depuis des vingtaines d'années, qui ont du mérite depuis plus de 20 ans, 30 ans, et que c'est maintenant qu'on profite de cette opportunité-là, non pas pour les évoquer en tant que personnes d'ascendance africaine, mais en tant que Français de couleur, je crois, je ne sais pas bien en tant que quoi d'ailleurs, et qui méritent d'être un peu de visibilité. Eh bien, il y a de l'amertume chez ces personnes-là, et cela se comprend, mais il y a aussi une forme d'opportunisme dans cette décision, qui est eh bien, on va en profiter parce que l'UNESCO demande des comptes aux nations qui ont en leur sein des composantes africaines ou descendantes, afrodescendantes, qui demandent mais qu'avez-vous fait pour respecter? Parce que c'est souvent ces composantes-là qui donnent à ces grandes puissances-là un certain nombre de privilèges, hein, celui d'être dans les instances internationales et d'être soutenu. Par exemple, sans les pays africains, la France ne pourrait rien imposer comme parole dans les instances internationales. C'est grâce aux pays africains.
Alors, Juliette Smeralda, je voudrais préciser à celles et ceux qui nous regardent et qui ont certainement un avis sur la question, je l'espère en tout cas, que lundi, l'émission Lionnage sera consacrée justement à ça. L'intitulé de l'émission, L'Afrique et nous, ou bien Nous et l'Afrique. D'ailleurs, à la demande d'un téléspectateur, Guy, qui avait souhaité s'exprimer sur le sujet. Donc nous serons en compagnie de personnes autorisées à en parler parce qu'ayant travaillé le sujet, et vous pourrez vous exprimer au numéro de téléphone qu'on vous indiquera. Continuons, Juliette Smeralda, à parler de l'Afrique et puis justement de parler... Voilà. Pardon ? De l'année des Outre-mer que vous évoquiez. Oui, non, mais pas spécialement l'année des Outre-mer, parce que bon, je trouve ça plutôt affligeant personnellement, mais des Martiniquaises et des Martiniquais par rapport à l'Afrique. Vous qui êtes sociologue, vous étudiez justement le fonctionnement d'une société, et dans notre société, nous avons beaucoup de réticence à cela. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un va vous dire « Oui, mais moi, j'ai un ancêtre chinois, un ancêtre indien. » J'ai vu sur Facebook récemment quelqu'un qui avait écrit « Nos ancêtres amérindiens ». Alors d'ailleurs, j'ai répondu ancêtre amérindien, amazonien, il avait mis. J'ai mis point d'interrogation. Vous disiez tout à l'heure, on a besoin de se raccrocher à quelque chose, mais pourquoi ne se raccroche-t-on pas justement à cette Afrique dont nous soupçonnons tous qu'elle a été glorieuse et qu'elle pourra l'être à nouveau? Ah, mais elle est programmée pour reprendre sa place dans les civilisations modernes dominantes. Et ce monsieur qui a piloté le projet sur la NASA, le projet comment est-ce que ça s'appelle, qui a été placé sur la NASA, sur Mars, sur la planète Mars. Il y a eu un satellite, je crois. Voilà. Et c'est Cheikh Modibo Diarra, qui est un monsieur extraordinaire, qui a eu un succès fou, qui est un kamite. Qui est un kamite, qui n'était jamais sorti de son petit village camerounais, puis malien, qui est allé faire des études, et dont les Américains ont entendu parler, et ils sont venus le chercher dans l'université où il enseignait pour lui confier le pilotage de ce projet, justement parce que c'est un mathématicien hors pair. Or, il l'a montré qu'il est né dans ce petit village et qu'il n'avait pas fait d'école particulière, puisque on sait, j'ai vu une émission hier où on parlait justement de la manière dont les Noirs ont inventé les mathématiques. Mais plusieurs groupes humains se revendiquent d'être à l'origine de cette invention-là. Oui, c'est un petit documentaire que je vais mettre sur, il paraît qu'on n'a pas d'autre prononcé Facebook, mais c'est un monsieur qui a travaillé sur l'habitat, l'architecture africaine, et qui a trouvé l'origine des mathématiques, et notamment du système binaire qui est à l'origine de l'invention de l'ordinateur. Et il nous montre, et c'est un Européen, donc pour ceux qui se méfient du savoir qui est dispensé par les Africains ou les Kémites, je rappelle que c'est un Européen qui, par ses recherches, est revenu à l'Afrique, parce que c'est le seul endroit où il a trouvé l'origine de ce système-là. N'empêche que vous avez éludé complètement ma question. Elle ne vous convient pas, elle ne vous plaît pas. Non. Parler du comportement du peuple martiniquais par rapport à ses origines. Non, mais je vous disais que je faisais le détour pour vous dire que c'est parce que les Martiniquais sont très ignorants de leurs racines, de leur civilisation. Et ce qu'on voit en général dans les peuples ou dans les masses, c'est parce qu'il y a une psychologie des masses, elles aiment à se projeter dans des figures prestigieuses. Or, la figure africaine a été massacrée dans les civilisations occidentales et dans l'ère des Amériques. Et aujourd'hui encore, même pour utiliser le mot, vous voyez que les difficultés qu'on a, et la France nous donne l'exemple, puisqu'elle a transformé Outre-mer en des personnes d'ascendance africaine. Il aurait fallu donc concéder qu'elle a des composants d'ascendance africaine dans sa population. Or, elle a du mal quand même à le reconnaître. Mais je pense que c'est très simple. Moi, je vais vous prendre un autre exemple pour vous montrer comment on peut renverser les valeurs.
ce que nous connaissons chez les Africains, nous l'avons connu chez les Indiens. Les Indiens qui sont venus de l'Inde à partir de 1853, qui était ce que notre petite bourgeoisie a défini comme étant le groupe humain qui a été le plus méprisé, le plus méprisable, et je crois que M. Laouché en sait quelque chose, dans cette population, et qui a vraiment a été l'objet d'une stigmatisation comme rarement cela s'est vu. Et puis, il y a eu des mouvements, des changements historiques, des évolutions. Il y a eu la création d'une association qui a œuvré à revaloriser l'image de l'Indien, etc. Et aujourd'hui, moi, je peux vous affirmer que vous rencontrez dans des recoins de notre société inimaginables, des gens qui n'ont plus rien d'indien, c'est-à-dire phénotypiquement, mais qui vont vous parler de grands arrières, etc., indiens, parce que c'est devenu valorisant justement de se prévaloir d'un ancêtre indien. Pourquoi? Eh bien, de la même façon, quand vous n'avez pas cette goutte de sang qui vous anoblit, eh bien, vous allez chercher dans des personnages ou dans des cultures qu'on vous a présentés comme étant, au moins, les sauvages. C'était des gens fiers, ils ont combattu les... Et même si vous n'avez rien à voir avec, j'allais dire biologiquement, avec le peuple amérindien, eh bien, vous trouvez des ancêtres amérindiens. Surtout qu'il est devenu à la mode, chez une certaine élite, d'utiliser le terme ancêtre de manière absolument galvaudée. Et je ne sais pas jusqu'où nous irons dans le galvaudage de notre histoire, dans le galvaudage de nos biologies, de nos généalogies, et dans cette manière de transformer la réalité, de la virtualiser avec une rapidité et une insolence, une désinvolture qui est effrayante. Parce qu'il en va, j'allais dire, de l'équilibre mental d'un peuple. N'empêche que Julia Esmeralda, un auditeur l'année dernière, pas plus tard que l'année dernière, avait appelé dans une émission pour dire, moi j'ai des ancêtres chinois. Certes, j'ai des ancêtres africains, mais j'ai aussi des ancêtres chinois. Il se trouve que je le connais, cet homme-là, et que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, qu'il a des cheveux absolument pas crépus, des petits cheveux ondulés, qu'il a vraiment un faciès très marqué asiatique. Oui. Alors, dire à cet homme, vous êtes africain, à quoi cela correspond-il? Mais est-ce qu'il faut lui dire qu'il est africain? Moi, il me semble qu'on n'a pas à s'inventer d'ancêtres. Les Indiens, les Indo-descendants sont des Indiens s'ils ont gardé les deux pôles indiens. Oui, mais lui, il refuse. Il dit, bon, moi, je veux bien qu'on me dise que j'ai des ancêtres africains, que l'Afrique, c'est une partie de moi-même, mais enfin, j'ai une partie indienne. Alors, oui, il y a pas indienne, chinoise. Mais il y a une définition. Il y a un choix possible. Non, mais il y a une définition de l'identité qui là, n'est pas du tout sociologique ni culturelle. Elle est proprement biologique. Et il me semble que c'est une sorte je ne vais pas dire de dérive, mais c'est une réalité qui a vu le jour dans les Amériques. Autrement dit, dans le fait que ceux qui étaient détenteurs de la culture et qui imposaient leur culture aux autres, c'était les Européens. Et donc, ils ont forcé les autres groupes humains à ne se définir que par rapport à la biologie. Autrement dit, que par rapport au sang. On le sent jusqu'à nouvel ordre. C'est vrai qu'il y a des groupes sanguins qui varient un petit peu, mais je veux dire, on n'a pas trouvé, moi, d'après mes recherches, la seule fois où j'ai vu qu'il y avait une différence dans l'espèce humaine, elle a été évaluée à 1%. Autrement dit, l'espèce humaine est reconnue sur le plan scientifique comme étant une unité, une entité. Maintenant, dans la vision de l'être humain que la colonisation, l'impérialisme a distribué véritablement, eh bien, il y a cette contribution-là qui est délétère, qui a fait croire en l'existence de races humaines et qui a justifié la systématisation d'identités raciales pour expliquer
ou justifier la domination d'un groupe qui, lui, s'est prétendu blanc pour s'imposer et créer autour de cette identité chromatique des valeurs qui justifiaient simplement la spoliation véritablement économique et puis symbolique de tous les autres peuples qui ont été mis en esclavage ou qui ont été asservis pour servir leur projet économique. Mais je veux répondre à cette question-là, elle est fondamentale. Que voulons-nous? Nous définir en tant que sang, que goutte de sang, autrement dit en tant que biologie, être biologique, ou en tant qu'être de culture. Si nous décidons que nous sommes des êtres de culture, nous allons sortir aussi de la définition que donne de nous la créolité, et nous allons entrer dans une définition qui est basée sur l'apport culturel des civilisations qui nous ont formatés. Ce que nous savons jusqu'à aujourd'hui, c'est que l'empreinte de l'Afrique en nous, pas seulement physiologiquement, somatologiquement, mais culturellement est très importante. Parce que si les Européens nous traitent comme ils nous traitent, c'est qu'ils ne se voient pas reflétés en nous, en tant qu'êtres qui appartiennent à une civilisation qu'on va dire par archaïsme blanche. Maintenant, si on regarde véritablement ce qui fait notre spécificité, c'est que le groupe humain qui était ici dominant, qui était d'origine africaine, a formaté très largement nos identités. Et ça n'est pas d'être physiologiquement africain qui nous préoccupe, c'est d'être culturellement, probablement plus africain qu'européen, bien que nous ayons passé par le filtre de notre subjectivité, l'apport occidental. Et c'est cela que je crois, parce qu'il faut distinguer l'apport matériel de l'apport symbolique. Et l'apport symbolique ne fait pas de nous des Occidentaux, même si la France veut effectivement par l'assimilation que nous le devenions. Mais nous ne le sommes pas devenus parce qu'il y a une logique. Alors ce monsieur chinois qui souffre de sa goutte de sang chinoise, moi je veux lui demander en quoi il est chinois en Martinique. S'il peut nous prouver qu'il est habité par une culture chinoise. Il va vous répondre en quoi suis-je africain en Eh bien, c'est que la culture qui domine, les manières de faire, de danser, de manger, de boire, de respirer, de regarder le monde, eh bien, elles sont essentiellement, probablement, très influencées par une vision, en tout cas par une africanité qui est là. Moi, je veux dire, on ne demande pas aux Européens de nous regarder comme des Européens occidentaux. Ce sont eux qui arrivent ici qui ne nous voient pas comme des Occidentaux. Pour moi, c'est un signal, c'est important de le prendre en considération et pas de vouloir être des Africains. Parce que quand je dis que nous avons des Africains, même quand je dis que j'ai des racines indiennes, je ne veux pas devenir indienne de l'Inde. Je veux simplement dire que quelque part cette racine existe, mais que même mon indianité a passé par le moule de mon africanité, et que c'est d'abord par ce moule de mon africanité que je me définirai éventuellement comme étant ayant une ascendance indienne. Mais ça n'est pas que je veuille préférer une par rapport à une autre, c'est que objectivement, je suis dans de la sociologie, dans une lecture sociologique donc qui m'amène à une définition culturelle de l'identité, qui me sort de mon sang, de ma biologie. Parce que l'être humain n'est pas qu'un être de sang, il est d'abord un être de culture, et c'est la colonisation qui nous a rétrogradés au stade d'être de sang, au point d'être devenus, c'est-à-dire recentrer sur nous-mêmes des espèces mais vraiment d'entités qui ne se sont projetées dans rien du tout. Or, c'est absolument faux. Nous nous sommes projetés dans tout. Donc, nous avons le droit de revendiquer d'être des êtres de culture pour enfin entrer dans la civilisation et sortir du sang, de la goutte de sang. Vous êtes véhémente, hein? Non, c'est important. Mais c'est très important de l'expliquer, c'est très important de le dire, parce que on est encore, on patauge encore. Et je ne suis pas véhémente, Dani, je suis convaincue. Parce que autrement, je ne serais qu'une goutte de sang, je vieillirais, mes cellules s'abîmeraient, et puis je dépérirais, je serais enterrée sous quelques pieds de pouces de terre, et puis j'en aurais fini avec...
en faisant de moi-même un être de culture, je me projette dans ma descendance, je transmets ma culture de génération en génération et je peux le faire sur des milliers d'années. Hein? Tandis que quand je ne suis qu'un élément, qu'un peu de sang et de chair, eh bien, je m'auto-consume et puis j'en ai fini avec l'existence elle-même. Je veux me projeter, donc je veux être un être de culture. Et quand je rappelle à nos compatriotes que nous ne sommes pas ce qu'on fait de nous qui nous oblige à nous cantonner dans la biologie, je leur dis que nous devons penser à être des êtres de culture avant d'être des êtres de biologie. Et le groupe humain qui nous a façonné le plus avec l'évidence symbolique la plus forte, c'est le groupe africain. Et le groupe qui nous a formaté le plus matériellement, c'est le groupe des Européens. Et puis les Caraïbes, dont j'entends dire qu'ils nous ont légué beaucoup de choses, je crois qu'il y a à chercher, parce que les Africains et les Caraïbes, c'était deux peuples traditionnels. Lorsqu'ils se sont rencontrés, ils pratiquaient beaucoup de traits de culture qui se ressemblaient. Donc je ne suis pas encore convaincue que ce sont les Caraïbes qui ont apporté aux Africains. Je voudrais qu'on travaille sérieusement sur cela. Même les embarcations. Et la vannerie, et tous ces traits-là. La vannerie, tous ces traits, on les trouve en Afrique d'une manière extraordinaire, comme le travail du couille, de la calebasse, de tout ça. Je pense que ça a été une rencontre heureuse. Et je ne sais pas pourquoi ce sont seuls les Caraïbes qui ont bénéficié des éléments d'héritage culturel qui ont été cédés et qui nous renvoient à cette traditionnalité-là. Alors, Juliette Smeralda, qu'est-ce qui, selon vous, est-ce que, par exemple, vous pourriez nous citer les principaux domaines dans lesquels il faut que nous travaillions pour arriver à nous accepter et à nous construire en tant que Kamite? Vous dites Kémite, moi je ne sais pas, j'ai appris Kamite. Oui, il y a les deux termes qui sont utilisés, oui. Mais moi, qui nous permettent d'accepter finalement, d'accepter que nous sommes issus de personnes, de peuples qui ont été mis en esclavage, mais qui à l'origine n'étaient pas des esclaves, étaient des gens valeureux, étaient des gens qui avaient leur culture, et non seulement ils avaient une culture, ils avaient des civilisations, etc., mais que ces civilisations sont à l'origine de celles qu'on nous impose aujourd'hui. Oui. Et je rappelle qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites chez les anglo-saxons notamment et qui trouvent dans toutes les personnes royales, la royauté britannique, du sang, ce qu'on appelle du sang africain, curieusement. En tout cas des gènes. Il y a des études qui sont bien repérées, qui ont été vérifiées par toute la crème des chercheurs et qui prouvent aujourd'hui que ces personnes descendent ont des origines africaines. Bon, maintenant, moi, nous, peuple martiniquais, si déséquilibré, si instable. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est accepter son histoire en la comprenant bien. En comprenant que c'est un incident de parcours, un gros accident de parcours, d'accord? Et que la lutte idéologique qui a opposé de manière frontale les deux groupes qui se sont trouvés sur ce territoire, les territoires dans l'ère des Amériques, c'était donc eh bien, le chasseur et le chassé. Et du coup, les Africains ont été dans l'incapacité de décliner leur histoire comme ils l'avaient vécu, de décliner même les incidents de parcours qui ont émaillé cette histoire-là. Donc la honte qui nous habite, parce que je crois que c'est cela. Quand je prenais l'exemple des Indiens pour dire que c'était vraiment une population marginalisée, stigmatisée, aujourd'hui tout le monde veut se retrouver des ancêtres indiens. Je veux dire qu'il y a une manière de se reconstruire, de se réapproprier son histoire et sa provenance, et puis de dire, voilà, c'est un accident de parcours, mais ça n'est pas cela qui définit ce que nous sommes. Donc nous allons nous réapproprier cette histoire, la connaître, et puis entrer, à mon avis c'est important,
reprendre, justement, il faudrait un espace d'enseignement de cette histoire, reprendre toute l'histoire, toute la filiation qui nous a sortis de l'Afrique ou de l'Inde, si on veut, ou des Caraïbes, et qui nous a amenés aujourd'hui à la situation dans laquelle nous sommes, et qui fait que notre folie furieuse, celle qui nous habite, c'est effectivement de nous blanchir, pour utiliser une sorte d'euphémisme aujourd'hui, biologiquement, culturellement, à tous les niveaux, transformer nos corps pour les faire entrer dans le moule de ce qu'on appelle donc la construction de la blanchité, qui est aussi une construction, qui est aussi étudiée par les sociologues actuellement, et qui fait que nous avons perdu notre équilibre intérieur, et que nous sommes sans arrêt sur du sable mouvant à essayer de redéfinir notre identité à mesure que nous sommes travaillés par l'idéologie dominante. Donc nous n'aurons jamais de paix intérieure et nous n'allons jamais pouvoir nous poser pour regarder le monde autour de nous et nous demander qu'est-ce que nous allons poser à ce stade de l'évolution de notre parcours, qu'est-ce que nous allons poser dans ce monde comme parcours comme parole qui peut nous reconstruire et donner, j'allais dire, sortir du sable mouvant nos enfants, notre descendance. Et peut-être que l'année des personnes d'incidence africaine, si nous la reconsidérions, nous donnerait une base à ceux qui sont les plus fragiles, une base pour se lancer dans une recherche plus systématique. Une lecture à recommander pour celles et ceux qui souhaiteraient connaître un peu l'origine de tout ça, c'est Cheikh Anta Diop qui a écrit Nation nègre et culture, un Sénégalais. Nation nègre et culture que vous pouvez trouver, je crois, dans et ce sont ces théories que Jean-Philippe Omotunde vulgarise. Oui, voilà. Oui. Et entre autres, parce avec Obenga, le professeur Obenga. Il n'y a pas que ça comme référence. Alors cette aliénation culturelle que nous subissons, sous le poids de laquelle nous sommes, il s'agit maintenant d'essayer de la soulever et puis de l'envoyer derrière nous. Mais ça ne sera pas facile parce qu'on ne comprend pas. Ouais. Parce que les gens ne comprennent pas le sens de ce qu'il faut bien appeler une guerre. Alors on peut mettre raciale derrière, mais il y a bien quelque chose qui est de l'ordre du zappage de tout ce qui concerne l'Afrique, le peuple noir. Et je pense que ça a à voir effectivement avec cette origine. Mais tout simplement, Juliette Esmeralda, donner à une enfant qui a la peau noire une poupée blanche, alors qu'on connaît le phénomène d'identification, etc., c'est déjà lui créer un complexe, lui créer des difficultés de vie pour plus tard. On lui crée ces difficultés-là, mais le vrai drame qui est à la base de ce geste, c'est que l'enfant noir ne veut pas de la poupée noire. Autrement dit, et il y a beaucoup d'expériences qui sont menées actuellement, autrement dit, l'enfant noir, d'ailleurs quand elle repousse, la petite fille noire repousse la poupée noire, elle la repousse avec un geste qui nous montre qu'elle est déchirée intérieurement. Mais ça dépend comment elle lui a été présentée, cette poupée. Hein. C'est vrai qu'il y a eu... En général, c'est comme ça. Actuellement, en la situation actuelle, il y a très peu de petites filles noires qui ont été construites positivement et qui savent accepter le reflet d'elles-mêmes qu'elles voient dans la poupée. Autrement dit, elles sont d'abord déchirées parce qu'elles sont habitées par une vision de petite fille blanche alors qu'on leur propose un support une poupée noire dans laquelle elles ne veulent pas se projeter. Donc elles sont déchirées. Juliette Esmeralda, pour terminer cette émission, envie de dire quelque chose aux Martiniquaises et aux Martiniquais? Non, je vois que ce sont des problématiques qui sont sensibles et qui nous habitent toujours et sur lesquelles il faut continuer à parler, à travailler. Mais je crois qu'il faudra quand même faire un pas en avant parce qu'on a beaucoup fait de constats et je crois que les problèmes identitaires persistent parce que les populations kémites sont profondément travaillées par l'idéologie dominante. Elles ne sont pas laissées au repos. Elles sont en permanence soumises à des injonctions qui changent leur vision du monde et qui leur font douter d'elles-mêmes. Donc il faut qu'elles aient un espace d'enseignement de leur histoire pour qu'elles comprennent enfin les raisons de ce matraquage et surtout les séquelles de ce matraquage sur leurs identités propres.
Merci beaucoup, merci à vous. À une autre fois, Julie Esmeralda. Merci, Dani. C'est toujours un plaisir de vous entendre et d'entendre vos réflexions sur les sujets. Votre dernier livre, c'est il y a Sociologique qui est un recueil d'articles, justement, qui traite beaucoup de qui sont donc des articles courts. Comment il s'appelle? Sociologique. Sociologique. Publié chez Publibook. Et puis il y a le petit Moïse sauvé des eaux, qui plaît beaucoup. C'est une histoire vraie. Qui a été écrite, enfin que j'ai écrite, que j'ai recueilli l'histoire et je l'ai écrite pour qu'elle passe dans notre peuple qui est privé d'images positives d'elle-même. Et ce sont deux pêcheurs qui se sont perdus en 91 et qui ont ressurgi miraculeusement. Et c'est une histoire vraiment extraordinaire, vécue par les nôtres et qui mérite d'être connue. Et Moïse sauvé des eaux. Qui mérite d'être connu. Tous les gens qui le lisent, qui lisent cette histoire sont fascinés et l'histoire se lit en 1 heure ou 2. Merci beaucoup Julie Esmeralda, merci, à bientôt. Dani, merci à vous aussi de nous avoir accompagnés, suivis et peut-être, j'espère, écoutés. Merci à notre réalisatrice Getty Galva. Je vous rappelle que lundi, dans Lit en Âge, nous parlerons de nous et l'Afrique et vous pourrez vous donner votre point de vue en composant le 48 44 25. Ce sera à partir de 9h30 et jusqu'à 11h lundi matin. Merci beaucoup à vous et je vous souhaite un bon week-end. Bye bye.